Podcourts, le podcast qui prolonge l'échange. Salut Constant, merci beaucoup de prendre ce moment avec moi. Ouais, On a pas mal parlé de toi ces dernières semaines, ces derniers mois, puisque tu as beaucoup progressé au classement. Là, tu es 69e cette semaine à ATP. Et puis, mhm. donc, tu as intégré le top 100 il y a maintenant cet été, il y a quelques semaines. Et maintenant, tu es solidement installé. Comment tu as vécu ces belles dernières semaines? Ouais, écoute, ouais, c'est monté en grade quand j'ai gagné mes challengers. Puis après, voilà, j'ai fait la transition sur le tour. Donc là, c'était mon quatrième tournoi cette semaine à Anvers. Donc c'était super comme expérience de pouvoir être sur le tour. C'est des tournois qui sont encore mieux, qui font encore plus rêver. Donc voilà, je suis content d'être arrivé à ce stade-là. Alors, intégrer le top 100, on sait que voilà, c'est un cap symbolique hein, pour les joueurs pros. Comment tu l'as vécu comme un soulagement? Parce que c'est vrai que tu l'as atteint à 30 ans. Un aboutissement ou c'est juste une étape parce que tu as encore de belles années devant toi? Ouais, ouais, je dirais plus une étape. Après, oui, on peut le voir comme un aboutissement dans le sens où j'ai essayé toutes ces années d'arriver au top 100 sans réussite. Mais maintenant que j'y suis, ouais, je vois ça comme une étape et je vais essayer d'aller chercher bien plus haut, top 30, 40, enfin 50 déjà, après 40, 30, je me sens capable. Mais quand tu as regardé ton classement avec deux chiffres le lundi où c'est paru, ça a dû te faire quelque chose quand même. J'imagine que c'est vraiment quand même voilà, c'est un cap symbolique, c'est ce que je disais. Ouais, 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 oui, forcément, ouais, oui, c'était vraiment, je suis content de pouvoir dire que j'ai été dans le top 100. Ça, c'est vraiment symbolique pour tout joueur de tennis. Le top 100, ça signifie être dans les tableaux des grands chelems, donc je pense que c'est un but pour tout le monde. Mais voilà, une fois qu'on y est, on a envie de plus, forcément. Et maintenant que tu es sur le circuit ATP, tu vois vraiment une différence j'imagine, dans le niveau de l'organisation et aussi dans l'ambiance. Qu'est-ce qui change? Ouais, bah, l'ambiance, pas forcément. Bon, là, moi, les tournois que j'ai fait, il y avait à chaque fois un ou deux Français, donc c'est plutôt sympa. Mais oui, c'est surtout dans l'organisation. On joue dans des grandes villes qui sont faciles d'accès. On a des super hôtels. Voilà, ils viennent nous chercher à la gare, à l'aéroport assez facilement. Enfin, tout est plus facile, quoi. On mange mieux. Enfin, ouais, voilà, c'est vraiment des petits détails qui font que la vie est plus agréable en tournoi grâce à l'organisation. Et puis voilà, forcément, jouer sur des centraux avec du monde à la télé, donc tout mon entourage peut regarder les matchs. C'est vraiment plus agréable, quoi. Alors, financièrement, pardon, aussi, j'imagine que voilà, avec cette intégration dans le top 100, tu peux voir peut-être un peu plus venir. Est-ce que ça change Est-ce que peut-être ça te permet de jouer plus libéré? Non, non, parce que au final, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on joue pas pour l'argent. Enfin, moi, je joue pas pour l'argent. Vraiment, ce qui me fait rêver, et ce qui peut me faire stresser, c'est les points ATP. C'est ce qu'on veut gagner. Après, forcément, oui, l'argent vient avec le classement, tout ça. Mais je dirais le vrai enjeu, c'est les points ATP, c'est aller loin dans les tournois. Je veux dire, l'argent m'a jamais paralysé dans mon jeu, quoi. Même si, oui, on sait que dans les grands chelems, il y a possibilité de gagner énormément d'argent. Mais ça viendra avec le niveau et le classement. Tu t'es quand même fait un petit cadeau pour fêter le top 100? Non, pas du tout, non. T'attends Noël. Ouais, non, non, je me suis pas fait de cadeau, non. Après, ouais, j'ai voyagé un petit peu en business quand j'ai été en Californie, là, à San Diego, et après, j'ai dû aller à Tel Aviv. Donc, c'était la première fois de ma vie que je voyageais en business. Donc, je considère ça aussi comme un petit cadeau, de confort, quoi.
Ouais, je me suis pas acheté, je me suis rien acheté encore. J'essaie de garder la tête sur les épaules et de pas m'emballer, quoi. J'aimerais bien voyager avec un kiné l'année prochaine. Ça serait un beau cadeau pour mon corps. Oui, parce que voilà, ces dernières années, enfin, pendant ta carrière, tu as eu souvent des problèmes de blessures à répétition. Et là, enfin, ce qui explique aussi tes bons résultats, c'est que ça a l'air d'être beaucoup plus stable au niveau des blessures, ça en a beaucoup moins. Je crois que tu travailles aussi plus régulièrement avec un kiné, ça peut expliquer ces progrès. Ouais, j'ai un kiné qui est basé à Paris, qui me voit à chaque fois que je rentre sur Paris. Voilà, il me check, il regarde un peu tout. Et puis, vraiment, il prend soin de moi. Donc, je pense que ça me permet de repartir requinqué pour le tournoi d'après. Donc, voilà, c'est des petits détails, mais le but, ça serait vraiment de voyager l'année prochaine avec un kiné sur plusieurs semaines pour là, justement, travailler plus en profondeur, préserver les articulations, faire tout ce qui est étirement, récup, tout ça pour justement jouer plus longtemps et essayer de pousser jusque 35, 36 ans. Ça serait vraiment génial pour moi. C'est vraiment mon but, quoi, de jouer le plus longtemps parce que j'adore ça. Donc, je pense qu'un kiné, ça serait un bon investissement pour moi l'année prochaine. Et puis, bien sûr, c'est possible, ça sera possible grâce à mon classement et au prize money qu'il y a dans les tournois ATP, puisqu'en Challenger, je sais pas comment les mecs font, à part voilà, s'ils ont des sponsors. Mais moi, c'était impossible de voyager avec un kiné. Alors, la prochaine étape, maintenant, j'imagine, c'est de gagner des matchs dans le grand tableau, en tableau de Grand Chelem. Quel est le Grand Chelem qui te fait le plus rêver? Bah, Roland Garros, forcément, parce que je suis français, donc voilà, c'est le grand chelem où on est le plus attendu. Mais après, moi, j'adore l'Open d'Australie. C'est là où j'ai toujours mieux joué, donc je dirais que c'est quand même celui-là où j'ai plus de chances de gagner des matchs. La terre battue, ouais, c'était pas mon fort ces dernières années, mais j'ai le jeu aussi pour, donc avec le public français, tout ça, j'essaierai de faire au mieux. Mais bon, les quatre grands chelems sont tous différents des uns des autres, mais ils sont tous bien. J'ai jamais joué un tableau. Donc là, ce sera la première fois, donc j'ai hâte. Et puis oui, c'est un objectif de gagner des matchs en Grand Chelem. Est-ce que tu sens justement par rapport au public, enfin voilà, évidemment les amateurs de tennis te connaissaient, mais voilà, là tu as quand même gagné avec cette entrée dans le top 100 peut-être en médiatisation. Est-ce que tu sens pas plus de pression, mais plus d'attention en tout cas? Ouais, un petit peu. Après, franchement, je pense pas que si je marche dans la rue ou que ce soit, on me reconnaisse, hein, mais non, c'est pas fou, quoi, encore. Je sais pas, je pense que vraiment, ce qui fera exploser, ouais, c'est de gagner des matchs à Roland ou à Bercy, des trucs comme ça. Mais pour l'instant, je suis pas encore vraiment connu du grand public, on va dire, quand même. Alors, tu n'as pas encore joué, je crois, contre un joueur du top 10. Ça aussi, c'est une étape que j'imagine tu as envie de franchir. Quel joueur tu aimerais, par exemple, rencontrer dans le top 10? Est-ce qu'il y a un joueur que tu aimerais bien jouer? Ouais, bah, j'aimerais bien jouer Nadal parce que c'est mon idole, donc forcément, ce serait compliqué de le battre, hein, mais voilà, je préfère quand même faire des matchs qui sont à ma portée et les gagner plutôt que de tomber au premier tour contre même un membre du top 10, même si c'est une bonne expérience, tout ça. Voilà, les mecs jouent très très bien, mais je dirais, si je devais en choisir un, ça serait Nadal. Et tu as eu l'occasion de t'entraîner avec Roger Federer. C'était il y a quelques années à Dubaï, c'est ça, hein? Qui- J'imagine que Ouais, c'est aussi un souvenir important. ouais, ouais, ouais. Là, c'était super. La Fédé française m'avait fait ce cadeau avec Corentin Moutet. On avait fait une plutôt bonne saison. Et du coup, enfin, Roger avait demandé s'il y avait des mecs de dispo pour s'entraîner, faire 3 semaines d'entraînement. Et il nous avait proposé avec Corentin de faire ça. Donc bah là, c'était incroyable de partager les entraînements pendant 2 semaines et demie avec Roger. Bah, c'était une super expérience. En plus, j'ai appris un peu à le connaître. Voilà, c'est vraiment un mec en or. Il est trop sympa. Il m'a donné quelques conseils et tout. C'était vraiment un super souvenir
même si c'était pas des matchs officiels, mais ça vraiment je le garde précieusement. Il t'a donné des conseils sur ton jeu ou sur la vie sur le circuit? Ouais, non, un peu sur mon jeu et surtout ouais, des conseils d'expérience, quoi, de comment gérer les matchs plutôt mentalement, quoi. C'était surtout des petits conseils comme ça. On a eu une conversation ouais, de 10 minutes, je me souviens, où il m'avait donné des conseils et ça m'avait bien marqué. Je les garde secrets. D'accord. Alors c'est vrai que voilà, quand on te regarde jouer, on a l'impression que tu as besoin voilà, de jouer au sens premier du terme, quoi, de t'amuser. Euh, alors est-ce que quand on est joueur professionnel, on arrive encore, on sait que voilà, je parlais des enjeux financiers, mais il n'y a pas que ça, enfin, il y a beaucoup d'enjeux, hein, forcément, quand on joue à ce niveau. Mhm. Est-ce qu'on arrive quand même à avoir le recul de se dire, après tout, finalement, ce n'est qu'un jeu, quoi? Hmm, ouais, pas trop. Quand même, je prends vraiment ça comme mon métier. Mais ouais, des fois, je pense que c'est important de garder cet esprit du jeu. Mais bon, la plupart des joueurs l'ont pas. Enfin, je veux dire, tout le monde est très sérieux, tout le monde a envie de gagner avant tout de jouer. Avant de jouer, ils ont envie de gagner, je veux dire, les mecs. Donc, on arrive à un niveau dans une sphère où ouais, faut vraiment être sérieux et ouais, je dirais ouais, faut penser plus à gagner que jouer. D'accord. Alors, parmi tes coups signature, enfin, même s'il n'y a pas que toi qui le fais, le service à la cuillère, je crois que t'es pas mal. Est-ce que tu peux nous donner le secret d'un bon service à la cuillère? Ouais, bah moi, le service à la cuillère, j'ai beaucoup commencé il y a 4 ans parce que en fait, c'est juste parti d'une blessure à l'épaule où je pouvais pas servir à plus de 160 pendant 3 ans. Donc, il y a des moments, j'avais envie de gagner des points plus facilement. Donc, ça me sauvait un peu le service à la cuillère. Mais c'est un coup, ouais, qu'il faut, je dirais, garder pour des moments précieux. Faut pas en abuser. Et puis surtout, il faut être sûr au moment où on serve que l'adversaire est prêt. Ça, il faut bien regarder parce que sinon on peut se faire avoir et rejouer le point si le mec il dit qu'il n'était pas prêt. Et puis après, voilà, je dirais il est plus facile à faire côté avantage. Et puis le but, c'est de le faire le plus court, le plus rasant possible du filet pour que l'adversaire soit en bout de raquette et l'amener au filet. Puis après, tirer un passing ou un lob. Merci pour les conseils. De rien, de rien. Tu, tu- J'essaie d'aider mes camarades. tu disais que ouais, tu avais eu ce problème à l'épaule et donc tu servais à 160 max et tu as réussi quand même à gagner pas mal de matchs comme ça? Non, ouais, en fait, j'étais 140 en 2019 et là, j'ai eu une blessure à l'épaule, donc j'ai arrêté pendant 4 mois. Et puis, en fait, mon classement descendait et j'allais sortir des qualifications de Grand Chelem. Donc, j'ai fait le choix de retourner sur le circuit malgré une épaule douloureuse pour essayer de survivre dans les 250, quoi. Et je regrette pas d'avoir fait ce choix, même si j'ai un peu stagné pendant ces 3 années parce que j'avais pas de service. Mais au moins, ça m'a permis de pas retourner en futur après. Et je trouvais que bon, ça aurait été dur pour moi à 28 ans de retourner sur les futurs, de repartir de non classé. Donc c'est vrai que j'ai un peu bricolé pendant 3 ans avec mon épaule. Mais voilà, ça m'a permis de rester dans les challengers et dans les qualifications de Grand Chelem. Il y a aussi ta collaboration avec Julien Varlet, ça continue? Ouais, ouais, ça continue, ça se passe super bien à la French Touch Academy. Je vais d'ailleurs aller faire ma pré-saison là, après Bercy et Roanne. Je vais aller là-bas préparer mon Australian. C'est bien d'avoir aussi trouver cette stabilité au niveau de la structure, j'imagine. Ça explique Ouais, aussi peut-être tes progrès. ouais, c'est vraiment aussi important d'avoir, je veux dire, la French, c'est vraiment une équipe de mecs qui sont juste adorables et hyper compétents, qui sont tous derrière moi. Donc, on sent qu'on fait partie d'une famille et voilà, les mecs sont derrière moi. Ils essaient de m'aider comme ils peuvent à distance, parce que bien sûr, j'y suis pas toutes les semaines. Mais voilà, c'est important de savoir qu'on a des personnes derrière nous
voilà, il y a ça. Puis il y a aussi ma copine Léa qui m'a beaucoup aidé à ma réussite sur ces dernières années, hein. On a construit quelque chose de solide ensemble et elle m'a beaucoup aidé émotionnellement à passer ce cap. Je pense que voilà, ces deux choses m'ont vraiment aidé à rentrer dans le top 100. Ta copine t'accompagne sur le circuit aussi? Ouais, alors Léa m'a accompagné pendant plus de 2 ans. Non, pendant un an. Pendant un an. Et puis là, elle a repris le travail. Là, elle monte une start-up sur Paris. Donc elle est plus avec moi. Mais voilà, elle me soutient quand même. Et puis comme je dis, on a construit des choses qui sont loin d'être perdues. Bon, alors tous les journalistes en parlent, donc moi aussi, hein. Évidemment, ta passion pour la magie. Euh, Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer déjà d'où ça vient? Ouais, bah, j'ai toujours aimé la magie. Et puis à 24 ans, quand j'étais à Paris, j'ai été blessé pendant plusieurs mois et j'avais envie de faire autre chose. Et puis je suis allé dans un magasin de magie. J'ai rencontré des magiciens dans le magasin qui m'ont dit, bah, vas-y, fais-nous un tour, montre-nous ce que tu sais faire. Et puis je tremblais, j'ai essayé de faire un petit truc et les mecs ont été super sympas avec moi. Ils m'ont emmené dans un café. Ils m'ont montré des trucs et puis là, je suis tombé amoureux de la magie. J'avais des étoiles dans les yeux. Puis depuis ce jour-là, j'ai jamais arrêté. J'ai appris grâce à eux. Et puis voilà, ça fait maintenant plus de 6 ans que j'en fais. Est-ce que tu trouves le temps de pratiquer? Ouais, bah justement, avec une vie de joueur de tennis, on a beaucoup de temps mort, que ce soit dans les hôtels, dans les transports, dans les avions, aéroports, trains, tout ça. Donc, je trouvais ça pas mal d'avoir les cartes. Ça prend pas de place, un petit paquet à mettre dans sa poche. Et puis voilà, dans tous les petits temps morts, on a le temps de s'exercer. Puis avec un paquet, on peut aussi amuser la galerie, faire plaisir aux copains, passer des moments super agréables. Donc je trouvais ça vraiment, vraiment bien pour changer un peu d'air de temps en temps en tournoi. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé dans les tournois, dans les semaines longues. Des fois, il y avait des moments où on n'avait pas de match pendant 2 jours. Et ça m'a vraiment, vraiment, vraiment fait plaisir. Et puis je garde ça. J'en ai fait un peu moins cette année parce que voilà, j'ai été plus concentré sur mon tennis, mais je garde ça et pourquoi pas l'utiliser plus tard. Ça te sert sur le court? Tu peux surprendre ton adversaire? Non, ça ne me sert pas sur le court, mais peut-être un peu le mentalisme. C'est quelque chose que j'ai étudié pas mal. C'est une partie de la magie et je dirais que ça m'a un peu aidé à lire mes adversaires au retour de service, tout ça, un petit peu. Mais sinon, non, il y a pas vraiment de lien avec le tennis. C'est-à-dire essayer ouais, de prévoir les attitudes de ton adversaire, c'est ça? Non, pas les attitudes, mais voilà, par exemple. Euh, Quand un mec va servir 2 fois au thé, la troisième, voilà, c'est humain de rester au thé ou d'aller à l'extérieur. Enfin, je vais pas commencer à expliquer comment ça fonctionne, le cerveau humain, mais il y a deux, trois trucs qui m'ont aidé pour, ouais, pour essayer de lire les zones au service de mes adversaires. Mais ça n'a pas été quelque chose de miraculeux, mais ça a été une petite aide. Est-ce que tu es connu dans les vestiaires pour tes tours de magie par rapport à tes collègues? Ouais, 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 enfin, quasiment tous les joueurs le savent. Ouais, j'ai fait beaucoup de tours sur les tournois, donc voilà, il y en a pas mal qui m'appellent le magicien. Et c'est qui tes cobayes préférés? Bon, je sais pas, j'en ai beaucoup. Enfin, j'ai pas de nom en tête de cobaye préféré. Ok. Bon, bah, voilà, je te le disais en introduction, hein, 30 ans arrivé dans le top 100, pardon. Top 10, Top 10, je te le souhaite. Mais voilà, on a l'exemple de beaucoup de joueurs qui font une très belle carrière après 30 ans notamment ces dernières années. Euh, donc, quel est ton rêve finalement pour cette suite de carrière? bah, comme j'ai dit, ça serait de jouer pendant encore quelques années et de rester dans le top 100. Et puis ensuite, pourquoi pas aller chercher le top 30, ce serait super. Très bien.
Eh ben, merci Voilà. Constant. Merci Non, beaucoup de d'avoir rien, pris le avec temps plaisir, c'est cool. de répondre à mes questions, c'est très sympa. Non, Euh, non, mais c'est cool de pouvoir parler un peu de tout, quoi. Bah ouais, très bonne fin de saison et puis à bientôt. Merci beaucoup, Christophe. Jeux, 7 et match. C'était Pod Courts, le podcast qui prolonge l'échange.